Bonjour, voici un petit exercice de traduction à partir du nouveau texte de l'abbé Lomond que nous allons étudier ensemble, consacré à Mucus Caeola. Alors, l'abbé Lomond, qui est-il? Donc, c'est un humaniste, professeur de latin, de théologie, professeur en collège. Donc, il avait des petites classes qui étaient peu valorisées à l'époque. Et par modestie, il a toujours refusé d'avoir un poste plus honorifique et mieux rétribué. Il a considéré que l'essentiel était l'utilité de sa charge plus que la gloire sociale. Donc il est resté professeur dans le quartier latin à côté de la Sorbonne, mais il avait été remarqué pendant ses études et il a apporté une contribution absolument incroyable à l'enseignement à travers deux ouvrages essentiels. Donc il a écrit d'autres choses comme des préceptes de doctrine chrétienne, des choses comme ça. Mais il a laissé deux ouvrages absolument essentiels. Le De Viris Illustribus, dont vous avez un extrait ici. Attention, il y a une erreur dans le titre, je ne sais pas pourquoi j'ai mis De Viribus Illustris, en me trompant de déclinaison. Donc le De Viris Illustribus au sujet des hommes célèbres Urbis Romae de l'Empire romain, de Rome, qui a été un manuel utilisé jusqu'aux années 50 de façon quasi systématique dans la plupart des écoles, et une grammaire latine qui est restée aussi un modèle du genre. Alors, qui est Mucus Scaevola? Mucus Scaevola est un Romain de l'époque de la République, donc ça veut dire le gaucher, et il a reçu ce cognomène, ce surnom, après l'épisode que notre texte raconte. Donc le contexte est le tout début de la République, et donc on est au tout début du 5e siècle. Vous vous souvenez que la fin de la République, c'est 509 avant Jésus-Christ, la fin de la royauté. Et donc, à part l'expulsion des Tarquins, qui étaient des Étrusques. Vous savez que lors de la royauté, donc vous avez 7 rois à Rome, enfin 6 après Romulus, et vous avez 3 Étrusques et 3 rois sabins, donc romains. Et donc les nouveaux habitants qui viennent de l'immigration troyenne vont se mélanger au peuple autochtone qui est le plus puissant à ce moment-là, à savoir les Étrusques, qui ont une civilisation que nous connaissons mal. Nous connaissons assez bien leur religion, mais nous connaissons assez mal le reste de leur civilisation et entre autres leur langue. Et donc après le viol de Lucrèce, les Tarquins ont été chassés, et par un Brutus justement, la même famille que celle du fils de César, qui mettra aussi fin à la République. Et une guerre s'est ensuivie entre les Étrusques et les Romains, les Étrusques souhaitant restaurer sur le trône les Tarquins déchus. Et Porséna est donc un des généraux, est à la tête de l'armée étrusque, et il vient attaquer Rome, et c'est dans ce contexte que l'épisode de Mucus Caevola s'insère. Mucus Caevola a été rapproché par Dumézil et toute la tradition de chercheurs en mythologie comparée du milieu du XXe siècle, a été rapproché du dieu scandinave Tyr. Alors j'écris avec un i, mais il y a un i avec accent normalement, parce que moi j'ai pas de i avec accent sur mon clavier. Donc le dieu scandinave, qui est lui aussi manchot à la suite de la bataille qu'il a eue avec le loup Fenrir. Fenrir, ça vous rappelle peut-être Harry Potter avec Fenrir Greyback. Voilà, donc Harry Potter s'inspire beaucoup de la mythologie scandinave. Et il forme avec Odin un binôme, puisque Odin c'est le dieu borgne, et il est comparable à Horatius Coclès, qui est un autre héros romain de la même époque, qui a combattu aussi pendant la guerre contre Porséna, héros romain dont l'abbé Lomond raconte aussi les aventures. Donc ces deux figures, fondatrices de la mythologie guerrière romaine, sont assimilées, sont rapprochées de ces deux figures divines de la mythologie scandinave. Le dieu Tyr, c'est celui qui a donné son nom au jour mardi
en suédois, en norvégien et en danois. Et il est sûrement à l'origine du nom mardi aussi en anglais et en allemand, même s'il y a une petite évolution, parce qu'en allemand c'est le jour de l'assemblée du dieu Tyr. Donc voilà, donc ce ne sont pas que des anecdotes comme ça un petit peu sympathiques, guerrières. Il faut bien voir que derrière, ces histoires vous racontent toute l'origine du peuple indo-européen et ce lien très fort qui existe entre valeurs guerrières, royauté, sacrifice et divinité. Donc pour cela, allez lire les beaux livres de René Girard sur par exemple la violence et le sacré. Ou les choses cachées depuis l'origine du monde. Je vais y arriver. L'origine. Donc, alors, que nous raconte ce texte? Cum porcena Romam obsideret, mucius vi Romanae Constantiae senatum adit, et veniam transfugiendi petit necem regis repromitens. Donc ici, vous avez une phrase complexe, vous avez un premier verbe ici, obsideret, mais comme vous avez un subordonnant, vous vous dites que c'est une subordonnée, d'autant qu'ici, vous avez un subjonctif imparfait. Mucius vir Romanae Constantiae senatum adit, là vous vous dites chouette, j'ai un verbe à l'indicatif, donc ça m'a tout l'air d'être le verbe principal. Équivalent ici, petite, même temps, même forme, donc on est dans une subordonnée, une principale qui se suit, donc deux propositions sur le même plan. Et ici, repromitens, c'est l'expansion du sujet de la phrase précédente, donc mucus. Ok, puisque c'est un participe présent au nominatif. Nominatif singulier, donc ça colle avec le sujet. Alors, cum porcena romam obsideret. Alors que, cum, porcena nominatif, donc sujet, porcena, obsideret faisait le siège, Romam de Rome. Donc, comme Porcena assiégeait Rome, donc je vais vous le noter ici. Donc comme Porcena assiégeait Rome, c'est ce qu'on appelle une temporelle causale, donc elle est à l'imparfait du subjonctif, parce qu'on est en contexte passé, vu que les verbes sont au parfait. Donc comme Porcena assiégeait Rome, Mucius, vir Romanae Constantiae, un homme d'une constante toute romaine. Donc Mucius, un homme d'une constance, je vais rapprocher mon truc, un homme d'une constance toute romaine, senatum adit, alla au Sénat. Senatum, mot de la quatrième déclinaison, senatus, senatus, masculin. Ici, vous avez un accusatif qui est demandé par le préverbe ad dans ad et o, aller vers. Donc, alla au Sénat, et veniam petit transfugiendi, et petit et demanda, c'est ce qui a donné pétition. Une pétition, c'est une demande. Et demanda, veniam, l'autorisation, la grâce. Venia est féminin, première déclinaison. Ici, vous avez un gérondif au génitif de passer dans le camp ennemi. Transfugiendi. Donc, c'est un gérondif au génitif qui est complément du nom Venia. Ok ? Donc, il demanda l'autorisation, transfugiendi, de passer dans le camp ennemi, d'être un transfuge. Nous, on a gardé ce mot transfuge, mais on n'a pas gardé le verbe transfuger, transfuir, tout ce qu'on veut. Repromitens, promettant en retour, c'est le ré qui veut dire en retour, promettant en retour la mort du roi. Sous-entendu, ennemi, hein, on est bien d'accord. Donc, promettant en retour, c'est nex nequis, la mort. Qu'est-ce que ça a donné en français? Je ne sais pas. Mais ça peut vous rappeler que la descente dans le monde des morts en grec, dans les épopées, par exemple au livre 6 de l'Odyssée, quand Ulysse descend aux enfers,
ou quand Thésée descend aux enfers, c'est raconté au début de Phèdre de Racine, c'est la Néquia, la descente aux enfers. Okay, donc comme Porséna assiégeait Rome, Mucius, un homme d'une constance toute romaine, demanda l'autorisation de passer dans le camp ennemi, promettant, alla au Sénat, et demanda l'autorisation de passer dans le camp ennemi, promettant en retour d'assassiner le roi, la mort du roi. Accepta potestate in castra Porsenae venit. Donc on regarde comment la phrase se construit, et on voit qu'ici on a un groupe qui est à la... Ça va pas marcher si je le fais comme ça. On a un groupe qui est à l'ablatif et qui fait apparaître un participe passé. Donc on se dit tac, ablatif absolu, ce qui équivaut à une subordonnée. Donc vous vous souvenez, l'ablatif absolu équivaut à une subordonnée. Et il faut trouver, il faut identifier la circonstance implicite, c'est-à-dire la cause, le temps, l'opposition, l'hypothèse, etc. Le verbe principal, il est ici, venit. On n'a pas de sujet, donc on reprend le sujet de la phrase précédente. Ok ? Donc, la possibilité lui ayant été accordée, accepta potestate, la possibilité ayant été reçue, il vint, venit, incastra dans le camp, porsenae de Porséna. Ok, donc aucune difficulté dans cette phrase. On n'oublie pas que castra, castrorum, c'est neutre, pluriel. Toujours. Donc il n'y a pas... nous, on a créé le mot castrum pour dire le camp, mais en réalité, un camp n'est qu'une petite composition, n'est qu'un agencement de fortification, donc c'est toujours au pluriel dans les textes. Et donc il n'y a pas de difficulté une fois qu'on a identifié l'ablatif absolu. Ibi in convertissima turba properigium tribunal constitit. Donc ici, comment la phrase s'organise-t-elle? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Donc vous avez ici un seul verbe qui est constitit. Je vous le mets en rouge pour vous guider. Et c'est une indépendante, donc c'est une phrase assez simple. On peut la traduire directement. Ibi, là, c'est un adverbe de lieu. Constitit, il se tint. In convertissima turba properegium tribunal, vous avez deux compléments circonstanciels de lieu, un avec in plus ablatif, un avec proplé plus accusatif, près de la tribune du trône royal, je mets un E pour accorder la tribune, au milieu, in, d'une foule convertissima très dense. Ok ? Constitit, donc ibi, là, constitit, il se tint, in convertissima turba, au milieu d'une foule, dans une foule, convertissima, très dense, un superlatif de supériorité. Ce qui vous le dit, c'est le issime de issima, qui vous dit que c'est un superlatif. Propé plus accusatif à code 2. Regium, on fait attention, c'est bien un accusatif neutre. Donc regium, à ne pas confondre avec regum, qui serait le génitif pluriel de rex. Donc ici, vous avez un mot qui ne vient pas directement de rex, qui n'est pas une forme de la déclinaison de rex, parce qu'il n'y a pas de i, parce que rex, regis, est un nain parisyllabique. C'est ici, le i indique une formation adjectivale de regius, regia, regium, qui veut dire royal. Ce qui a donné régalien, les droits régaliens,
L'État, par exemple, en France, a des droits régaliens, ce sont des droits de type royaux, le droit de battre monnaie, de lever une armée, ça ce sont des droits régaliens. Stipendium tunc forte militibus dabatur, et scriba cum rege pari ferre ornatus sedebat. Donc ici vous avez deux verbes, vous en avez un, non c'est pas ça, tac. Donc vous en avez un ici et un deuxième ici, ils sont tous les deux à la même personne et au même temps. Vous avez d'abatur qui est à l'imparfait passif, troisième du singulier, et sédebat qui est à l'imparfait actif, troisième du singulier. Mais là, il faut faire attention parce que les sujets sont exprimés. Le sujet d'abatur et stipendium et le sujet de sédebat est scriba, puisque vous avez dans chacune des deux phrases un nominatif. Stipendium est un neutre. Ça pourrait effectivement aussi être un accusatif, sauf que le verbe asseoir, s'asseoir, n'a pas de COD. C'est un verbe intransitif. Donc stipendium ne peut être que sujet. Ok? Alors, stipendium, la solde, donc le salaire. Tunc forte militibus dabatur était par hasard, forte, sans qu'il les ait prévus, distribué d'abatur à ce moment-là, tunc, aux soldats. Donc stipendium, leur solde, d'abatur était donné, était distribué, tunc, à ce moment-là, alors, forte, par hasard, par un concours de circonstances, militibus aux soldats. Et scriba, et un scribe, donc on fait attention. Pardon, je suis un peu malade comme vous l'entendez à ma voix. Et un scribe, sédebat, était assis, cum rege, avec le roi, je vais remettre mon truc, était assis avec le roi, pari ferré ornatu, portant presque, ferré, les mêmes attributs, ornements. Donc là, et un scribe était assis, scriba sédebat, était assis, cum rege, avec le roi, pari ferré ornatu, ablatif de qualité, de tenue vestimentaire, quoi, ayant un ornement, ferré pari, quasiment, presque, identique, similaire. C'est ce qu'a donné parité, sépare, ça a donné la chambre des pairs. Faut faire attention, c'est pas parce qu'ils sont par deux. C'est la chambre des égaux, la chambre des pairs. Voilà, ceux qui sont de même rang, en fait, ceux qui sont considérés comme les égaux. Donc voilà, donc pour l'instant c'était assez simple, vous voyez au niveau syntaxique, ça vous permet de revoir quelques éléments, par exemple votre ablatif absolu, votre imparfait du subjonctif, de bien identifier les temps, de bien refaire une petite grammaire de base. Là je vous ai mis un petit tableau qui représente, qui montre la fin de l'histoire, donc Muscus Caevola est ici, donc ça c'est un tableau de style purement classique, français, de Charles Lebrun, donc un des décorateurs de Versailles. Vous voyez ici le roi Porcena, l'armée étrusque derrière, Muscus Caevola qui va mettre sa main dans le feu. Je vous spoil un petit peu la fin de l'histoire. Et là vous avez la même scène représentée par Pierre-Paul Rubens, donc à peu près à la même époque, un petit peu plus tardif, et donc vous avez toujours Porcena, ici le fameux scribe qui va être assassiné, et Muscus Caevola avec tous ses attributs de général romain qui va mettre sa main dans le feu, et en traduisant la fin du texte, vous saurez pourquoi. Scaevola sacrifie sa main droite de manière à devenir ainsi le fameux gaucher. Pourquoi il se punit ainsi à travers cette mutilation. Donc je vous laisse traduire la fin du texte tout seul et je vous donne les indications sur le cahier de texte.